Donc, comme le dit souvent un de mes amis africains, avec sa passion légendaire, un pays sans culture, c'est comme un zèbre sans rayures. Ça n'existe pas. Voilà. Et il me répète souvent ça, c'est une idée qui m'a beaucoup marqué. Où qu'ait été l'être humain depuis les premiers hommes qui polissaient les bifaces pour en faire des objets d'art, que Jacques Cheminade d'ailleurs a montré à David Pujadas et Léa Salamé lors du débat sur France 2, et lors duquel ils sont restés comme une poule devant un morceau de craie, comme on dit, comprenant pas trop l'idée que M. Cheminade a amenée, que l'homme a toujours commencé par la créativité et pas par la guerre. Donc à fabriquer des outils et pas des armes. Donc également, j'ai eu la chance récemment d'aller dans la grotte de Nio, voir des peintures qui datent de 15 000 ans avant Jésus-Christ, qui sont tout simplement magnifiques. On voit vraiment, il y a 15 000 ans, des êtres capables de faire des œuvres de beauté tout à fait splendides. Ou encore des gens qui se retrouvaient dans une salle en 2017 à Clichy, par exemple, pour réfléchir ensemble à l'avenir de l'humanité. Vous aussi, vous êtes créatifs, et c'est la base de notre projet. Et si vous ne l'êtes pas, je vous invite à vous poser la question de pourquoi. Je ne vous donnerai pas la réponse, mais je vous invite à vous poser la question. Donc, il y a un sujet que je vais vous présenter aujourd'hui, qui est un sujet aussi méconnu que politique, que polémique et passionnant. Donc, c'est, avant de parler de l'impérialisme monétaire, du franc CFA, je remercie Pierre pour la petite introduction. On va parler de l'impérialisme monétaire. Il y a eu beaucoup de questions, vous l'avez vu ce matin, sur le franc CFA, qui est un sujet très important pour nous. Donc moi, je vais vous parler d'un autre impérialisme, qui est l'impérialisme scientifique. C'est-à-dire que aujourd'hui, on a une falsification, ce que Cheikh Anta Diop appelle une falsification consciente de l'histoire de l'humanité qui a été opérée depuis plus de 200 ans et qui continue encore aujourd'hui. C'est-à-dire c'est la négation systématique de l'apport de la civilisation noire dans l'histoire universelle. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est constamment nié. Vous pouvez regarder vos livres d'histoire, vous verrez que c'est constamment nié. Donc cette présentation sera en hommage d'une femme extraordinaire que j'ai rencontrée en 2013 et avec qui Cheminade avait déjà travaillé dans les années 90, qui est la femme justement de Cheikh Anta Diop et qui malheureusement est décédée en mars 2016, donc dans l'indifférence générale, et qui a continué le combat de son mari que je vais vous présenter aujourd'hui en France pour faire connaître ses découvertes. Je vous conseille de lire ce livre, L'Afrique répond à Sarkozy, où vous vous rappelez, Sarkozy en 2017 avait fait un célèbre discours à l'université Cheikh Anta Diop, donc à Dakar, dans lequel il disait ceci: le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez rentré dans l'histoire. Dans cet imaginaire où tout recommence toujours, il n'y a de place ni pour l'aventure humaine, ni pour l'idée de progrès. Le problème de l'Afrique, c'est de ressasser, de toujours répéter, de se libérer du mythe de l'éternel retour, c'est de prendre conscience que l'âge d'or qu'elle ne cesse de regretter ne reviendra pas pour la simple raison que l'âge d'or de l'Afrique n'a jamais existé. Donc, ce qui avait choqué toute l'Afrique à l'époque. Et donc, il y a ce livre qui est une réponse d'une vingtaine de personnes qui répond à cette attaque de Nicolas Sarkozy, dont la femme de Cheikh Anta Diop à l'époque. Voilà, donc ça, c'est Cheikh Anta Diop, qui est né en 1923, il est mort en 1986. Je vous donne en gros son curriculum. Donc c'est quelqu'un qui est venu faire ses études en France et qui s'est engagé tout de suite dans des études de physique et de chimie nucléaire et qui a travaillé avec justement Frédéric Joliot-Curie à l'époque et qui a passé justement un diplôme justement pour devenir physicien et chimiste nucléaire, ce qui lui a permis de réaliser déjà à son époque une prouesse, c'est-à-dire qu'il a créé le premier laboratoire africain de datation des fossiles archéologiques au radiocarbone, donc dans les années 60. Donc ça, c'était déjà une prouesse qui permettait justement de faire des tests de mélanine sur des échantillons justement de momies égyptiennes afin de prouver que les pharaons égyptiens étaient noirs, qui est la grande découverte qu'il a fait et qu'il a exposée. Donc là, c'est pour présenter un peu le personnage. Donc la base de sa découverte, c'est ce qu'on appelle l'homme de Grimaldi. Donc l'homme de Grimaldi, vous voyez ici, qui a été découvert à la frontière italienne, donc à Menton, donc en 1901. Et donc, qui sont des fossiles justement négroïdes, qui sont arrivés justement en Europe à cette époque-là, donc moins 40 000, moins 30 000. Et déjà dans les années 20, vous avez des gens, même en Europe, qui reconnaissent justement l'origine noire de la civilisation dans son ensemble. Donc vous avez par exemple M. Boulle et M. Valois,
qui disent que quand on compare les dimensions des os de leurs membres, on voit qu'il y avait les jambes très longues par rapport aux cuisses et les avant-bras très longs par rapport aux bras, que leurs membres inférieurs étaient extrêmement développés en longueur par rapport aux membres supérieurs. Or, de telles proportions reproduisent, en les exagérant, les caractères que présentent les nègres d'aujourd'hui. De là, une première raison pour considérer ces fossiles comme des négroïdes, sinon comme des nègres. Donc en gros, ça pose la polémique de dire que nos ancêtres ne sont peut-être pas les Gaulois, comme M. Sarkozy avait également fait polémique sur cette question-là, mais de voir que l'histoire universelle, elle ne peut pas être sélective. Que si l'origine des hommes, le berceau de l'humanité, c'est l'Afrique, forcément les hommes ont été noirs, et qu'ils sont forcément arrivés justement en Europe dans cette période de moins 40 000, on estime, à peu près. Et il y a 1000 preuves de cette civilisation noire qui justement est arrivée en Égypte d'Afrique pour peupler l'Europe, justement dans cette période de l'Aurignacien. Donc, puisqu'on a retrouvé plus de 250 de ce qu'on appelle des Vénus. Donc la première, vous voyez, c'est la Vénus qui était découverte aux Zézis de Taillac. Donc c'est Vénus de Sireuil, découverte en l'an 1900 à Sireuil, commune des Zézis de Taillac dans la Dordogne, et qui est datée de moins 25 000 ans. Donc on voit sa caractéristique, évidemment, négroïde, comme on disait à l'époque, et qui est au musée de Saint-Germain-en-Laye. Et en dessous, vous avez la Vénus de Willendorf, qui est une statuette également en calcaire, découverte en 1908, ce coup-ci en Autriche. Donc voilà, déjà plus loin sur les terres européennes. Et il y en a énormément. En fait, il y a plus de 250 œuvres d'art de type africain qui ont été retrouvées entre moins 30 000 et moins 20 000 ans. Donc sur tout l'ensemble de l'Europe et jusqu'à même en Sibérie. On a retrouvé des statuettes comme ça d'art noir jusqu'en Sibérie. Donc à l'époque, mais j'ai pas la photo ici, je ne pouvais pas tout montrer. Donc on voit que dès les années, disons 1900, grâce à la science, au progrès, aux découvertes, on fait ces découvertes et la question commence à se poser et si justement le berceau de l'humanité c'est bien l'Afrique, on se pose déjà la question, et si vraiment l'espèce humaine était noire à l'origine, et qu'est-ce que ça veut dire à une époque où, je vous rappelle, entre 1890, 1900, 1915, la France est investie, vous le savez, d'une mission civilisatrice. Évidemment dans ces colonies où on doit aller éduquer ces gens qui n'ont pas de culture, qui n'ont pas de passé, etc. Donc c'est un sujet qui fait extrêmement polémique, qui met énormément les scientifiques dans une bataille très importante. Et là, vous avez justement ce qui provoque la polémique, ça c'est à l'époque de Cheikh Anta Diop. Donc c'est justement l'arrivée des premiers Homo sapiens donc, en Afrique, dans la vallée de l'Omo, donc il y a 150 000 ans. Et l'invasion, enfin invasion c'est un mot que j'aurais pas mis, de l'Europe par le négroïde grimaldien venu d'Afrique pendant 33 000 ans. Et donc c'est à ce moment-là qu'on peut dire qu'il y a eu cette phase, ce que les scientifiques appellent la dépigmentation régressive de l'homme noir à l'homme blanc, qui a suivi la migration climatique justement des premiers hommes qui étaient nés dans la vallée de l'Omo. Alors il y a des découvertes qui ont été faites récemment, il faut le savoir. On vient de découvrir un homme au Maroc. Donc, j'ai pas la photo. Donc, au Maroc, on a découvert un homme, un Homo sapiens sapiens, qui date de 315 000 ans. Donc, ça retarde de 100 000 ans l'apparition de l'espèce humaine. Et là, c'est pas dans la vallée de l'Omo, c'est dans la vallée du Maroc. Donc, jusqu'à cette découverte, justement, les plus anciens restes connus de l'homme étaient justement Homo et Homo 2, deux crânes mis à jour en Éthiopie et datés de 195 000 ans. Les crânes ressemblent morphologiquement à une découverte située en Afrique du Sud, ce qui indique une existence transafricaine de l'Homo sapiens 120 000 ans avant Homo 1 et Homo 2. C'est-à-dire qu'en moins 300 000, vous aviez déjà l'Homo sapiens qui se baladait partout en Afrique, de l'Afrique du Sud au Maroc, etc., qui était un peuple noir, donc négroïde, comme on dit, et qui était le premier de l'espèce humaine. Donc ça, c'est quand même une découverte récente qui a été faite, qui est très importante. Et comme la science... évidemment, à ses découvreurs, elle a aussi ses falsificateurs, et ça, c'est quelque chose de très comique, puisque à l'époque, quand on fait toutes ces découvertes, ça bouleverse complètement les connaissances. Et donc, vous avez un très célèbre scientifique anglais qui s'appelle Charles Dawson, qui lui va tout simplement créer un homme européen né en Europe et qui est évidemment tout à fait différent de l'homme africain, parce qu'évidemment il est impensable pour l'Empire britannique de l'époque d'avoir, si vous voulez, l'origine noire de l'espèce humaine. C'est quand même pas concevable. Donc il va créer ce masque qui est très connu, c'est l'homme de Piltdown, où il a mis
simplement une mâchoire de chimpanzé et un crâne d'être humain. Donc tout simplement, il a fait le montage, il a mis dans une vitrine, il a dit regardez, on a trouvé le premier homme qui est né en Europe. Et donc ça prouve que nous, les civilisations avancées, ne sommes pas descendants des civilisations barbares, noires, etc. Donc ça a fait quand même savoir que ça a été enseigné, cette fraude scientifique a été enseignée entre 1912 et 1954 dans tous les livres d'histoire européens. Ça s'appelait le polycentrisme. Donc on avait prouvé que, évidemment, il y avait plusieurs origines de l'espèce humaine et que l'origine de l'espèce humaine noire n'était pas la même que l'origine de l'espèce humaine blanche. Donc voilà, et c'est en 1954 que la supercherie sera révélée par un autre savant anglais, il faut l'avouer, qui a été plus honnête que les autres, et donc qui a révélé la supercherie, mais qui a quand même marché entre 1912 et 1954, période dont vous le savez où l'eugénisme, le racialisme, etc. a vraiment battu son plein et était à l'origine de toute la culture nationaliste socialiste, c'est-à-dire la sélection des races. Il y a eu un peu plus tôt, il y avait Gobineau qui avait écrit de l'inégalité des races également pour prouver que les êtres humains noirs étaient inférieurs aux êtres humains blancs. Et donc vous aviez vraiment un combat philosophique et scientifique qui était vraiment sans précédent, et je peux vous dire qu'il continue jusqu'à aujourd'hui, puisque ça c'est BFM TV en mai 2017. Donc ils ont relancé la polémique, c'est deux chercheurs américains. Donc ce qui est marrant, c'est que le titre est quand même très explicite, mais quand vous lisez l'article, on vous dit que c'est quand même deux farfelus et que tout le monde contexte, disons, leur version des faits. Mais on voit que le débat continue, c'est ça qui est quand même intéressant. Donc voilà. Bon, je vous laisse digérer tranquillement le fait que vos ancêtres n'étaient pas gaulois, mais il y a encore plus grave. Il y a encore plus grave. Ah, le temps passe vite. Oh là là. C'est que tous les pharaons qu'on vous a appris à l'école étaient également noirs, jusqu'à très très tard en fait. Toute la civilisation pharaonique. Donc là, on est en moins 2570. C'est le roi de la 3e dynastie. Donc voilà. On voit ici de profil, donc il y a des caractéristiques morphologiques, bon j'ai pas le temps de rentrer dans les détails, et vous remarquerez que son nez est complètement éclaté. Voilà, donc ça c'est son gouverneur, c'est celui qui a battu la fameuse pyramide de Saqqara, moins 2600 avant Jésus-Christ. Donc on voit également qu'il a le nez cassé et une coiffe tout à fait occidentale. Donc ça c'est 2700 également avant Jésus-Christ. Ça c'est le dernier souverain de la 3e dynastie. Donc on voit un profil également typiquement européen que vous pouvez voir évidemment. C'est assez flagrant avec une coiffe tout à fait alsacienne, donc typique justement du sud de l'Égypte. Donc voilà, vous remarquerez qu'il a également le nez cassé. Hein. Voilà, ça enfin c'est un petit peu plus tard. Donc c'est Ramsès III, c'est le plus connu, qu'on vous présente souvent à l'école, mais on vous présente pas cette version-là à l'école. Hein. On vous le montre sur un hiéroglyphe. Donc également un profil tout à fait négroïde, comme on dit, et à qui on a également cassé le nez. Par contre, ce qui est marrant, c'est que j'ai mis la source de Wikipédia, parce que Wikipédia, malgré qu'ils utilisent un langage, comme vous pouvez le voir, extrêmement évolué, hein, l'analyse génétique montre que Ramsès III est l'homme E, probablement père et fils, et qu'ils appartiennent tous deux à l'aplogroupe du chromosome YE1B1A13 et que l'on trouve principalement en Afrique subsaharienne. Voilà, vous avez bien mélangé le tout, mais bon, il est d'Afrique noire, hein, mais il ne faut pas le dire comme ça. Donc voilà, donc là on est quand même en 1186 avant Jésus-Christ. Donc là, c'est les Égyptiens tels qu'ils se représentent. C'est également dans la tombe de Ramsès III que vous pouvez visiter en allant dans la vallée des rois. Donc 1200 avant Jésus-Christ montre que les Égyptiens, voilà, ça c'est l'Égyptien, ça veut dire Égyptien, et qui se représente comme ça ici. Hop, voilà, l'Égyptien vu par lui-même. Donc voilà, ça c'est 1200 avant Jésus-Christ. Donc imaginez un petit peu. Donc voilà. Et certains scientifiques, déjà un peu plus tôt, et c'est les découvertes qu'a fait Cheikh Anta Diop, c'est-à-dire que lui, il a même découvert que bien avant les découvertes qu'on a fait par la science, des explorateurs, au moment des invasions de Napoléon, ou des Anglais ou des Allemands qui étaient allés en Égypte, avaient découvert que les pharaons étaient noirs, mais que personne ne voulait en parler. Donc lui, c'est Lepsius, c'est le fondateur de l'égyptologie en Allemagne, et il dit, voilà, tout simplement, bon, c'est une citation de son livre, que vous pouvez trouver sur Internet, là où on s'attendait à voir un Égyptien, bizarre, on trouve un nègre authentique, tout à fait original.
Donc ça, bon, j'ai pas le temps, c'est une icône byzantine du XIe siècle qui montre le roi Salomon allant visiter le pharaon noir, qui est très caractéristique. Et dans le Cantique des Cantiques, pour ceux qui connaissent la Bible, vous connaissez ce passage, je suis noire et pourtant belle, fille de Jérusalem, comme les temples de Kédar, les pavillons de Salomon. Voilà, pour ceux qui... Voilà. Donc voilà, encore une fois, là, il y en a plein en fait. Hein. Bon, non seulement l'homme avant d'être blanc était noir, non seulement les pharaons également étaient noirs, et on bâtit également, était le berceau des sciences et des arts. Et ça, c'est la vraie négation, je pense, la plus consciente, qui a été faite jusqu'à présent et qui perdure dans nos écoles aujourd'hui, même jusqu'en Europe. Donc, puisque vous avez là également dans une des tombes, 2000 ans avant la balance d'Archimède, le système de balance avec des curseurs afin de déplacer le centre d'inertie. Donc vous avez là tout simplement le point de levier et ici ce qu'on appelle le principe d'Archimède qui disait pour soulever la Terre, donnez-moi un point d'appui, qu'il a rédigé dans un traité, évidemment 2000 ans plus tard, enfin 1500 ans plus tard, et en disant que c'était sa découverte et que c'était lui qui avait découvert toutes ces sciences géométriques. Donc encore plus intéressant, le papyrus de Moscou. Donc ça, il se trouve à Moscou justement aujourd'hui. Il est au musée Pouchkine de Moscou. Et en fait, c'est les papyrus qui prouvent toutes les découvertes géométriques qui ont été faites par l'Égypte noire pharaonique, justement entre moins 1500 et moins 3000 avant Jésus-Christ. Donc là, vous avez par exemple la pyramide tronquée, vous avez le calcul de la demi-sphère, vous avez Pythagore, vous avez le calcul des ellipses. Vous avez ça aussi, là c'est l'autre papyrus de Rhind. Donc vous avez ici donc, le théorème de Thalès. Donc, ça vous trouvez aussi dans des tombes, dans le papyrus. Donc ici, et Thalès lui-même a avoué qu'il avait fait sa découverte en Égypte. Qu'il avait lui-même fait sa découverte en Égypte. Mais il n'a pas dit que c'était les prêtres égyptiens qui lui avaient enseigné justement cette chose-là. Donc ils se sont tout accaparés. Donc là, ils ont même été jusqu'à calculer des coniques. On retrouve des études de coniques, bon ça c'est pour les matheux, qui sont soi-disant attribuées beaucoup plus tard, plus de 3000 ans plus tard. Là, le calcul de l'ellipse, de la demi-sphère, toutes ces choses-là ont été découvertes déjà avant moins 2000 par les Égyptiens à l'époque. Donc, encore plus fou, c'est que les pyramides ont été faites, elles, encore plus tôt. Donc c'est 2600 pour la pyramide, je crois que j'ai les dates ici. J'ai encore un peu de temps. Oui. Donc ça c'est la pyramide de Khéops qui a été faite en 2500 avant Jésus-Christ. Donc qui nécessite des niveaux de science extrêmement aboutis puisque la base de la pyramide est horizontale à 20 mm près. Vous imaginez déjà les calculs qu'il fallait faire. Et pour obtenir un carré parfait de la pyramide, c'est seulement 0,05% d'erreurs qui ont été faites. Aujourd'hui encore, moi j'ai lu des thèses qui datent de 1970 qui vous prouvent qu'il est impossible que les Égyptiens aient construit les pyramides. Il y a des thèses qui sont écrites là-dessus jusque dans les années 70. J'ai même une citation là, qui est sur un site de vulgarisation scientifique. Qui ont des dizaines de milliers d'abonnés. C'est vraiment une chaîne YouTube et tout ça qui est très bien. Et vous pouvez lire que, sachant que les mathématiques, la géométrie et autres sciences nécessaires à de tels résultats n'existaient pas dans l'Égypte ancienne, en tout cas pas sous une forme élaborée, Pythagore évidemment ne naîtra que 1000 ans plus tard, comment les Égyptiens sont-ils parvenus à un tel degré de perfection? Pas de révélation évidemment dans ce site, mais rassurez-vous, les égyptologues continuent de chercher. Donc ça, c'est publié en 2015. Vous imaginez. Donc ça, c'est pour vous montrer les dates justement des grands découvreurs qu'on apprend à l'école. Donc le théorème de Pythagore, Thalès, le théorème de Thalès, évidemment, puis d'autres scientifiques qui ont travaillé sur les coniques ou Archimède. Donc voilà. Enfin, pour finir, ça c'est une image peinte du Sphinx à l'époque de Napoléon par quelqu'un qui s'appelle Vivant Denon, et donc qui est assez caractéristique, comme vous pouvez le voir, de la race négroïde des Égyptiens. Donc ça, c'était publié à l'époque, et lui-même disait, je vous cite, « Je n'eus que le temps d'observer le Sphinx, qui mérite d'être dessiné avec le soin le plus scrupuleux, et qui ne l'a jamais été de cette manière. Quoique ses proportions soient colossales, les contours qui en sont conservés sont aussi souples que purs. L'expression de la tête est douce, gracieuse et tranquille. Le caractère en est africain, mais la bouche dont les lèvres sont épaisses a une mollesse dans le mouvement et une finesse d'exécution vraiment admirable. C'est de la chair et de la vie.
Quant au caractère de leur figure humaine, n'empruntant rien des autres nations, ils ont copié leur propre nature, qui était plus gracieuse que belle. En tout, le caractère africain, dont le nègre à la charge est peut-être le principe. Donc ça, le sphinx, je vous rappelle, c'est en même temps que les pyramides, hein, c'est 2600 avant Jésus-Christ. C'est d'ailleurs jusque la basilique Saint-Pierre de Rome, je crois que c'est plus grand que la basilique Saint-Pierre de Rome encore aujourd'hui, et c'est encore aujourd'hui la plus grande sculpture réalisée sur un seul bloc, 2600 ans avant Jésus-Christ. Donc c'est encore une prouesse scientifique qu'on ne sait pas expliquer aujourd'hui. Hein. Donc voilà, et pour finir, puisque le temps presse, ça c'est un proche également de Napoléon, donc qui a été avec lui dans les voyages en Égypte, et qui fait cette citation sur laquelle je terminerai, pour vous laisser réfléchir à tout ce que je viens de vous dire. Donc il parle justement des Égyptiens. Tous ont le visage bouffi, l'œil gonflé, le nez écrasé, la lèvre grosse. En un mot, un vrai visage de mulâtre. J'étais tenté de l'attribuer au climat lorsqu'ayant été visiter le Sphinx, son aspect me donna le mot de l'énigme. En voyant cette tête caractéristique du nègre dans tous ses traits, je me rappelais ce passage remarquable d'Hérodote où il dit « Pour moi, j'estime que les Colches sont une colonie des Égyptiens parce que, comme eux, ils ont la peau noire et les cheveux crépus. » C'est-à-dire que les anciens Égyptiens étaient de vrais nègres. Mais en revenant à l'Égypte, le fait qu'elle rend à l'histoire offre bien des réflexions à la philosophie. Quel sujet de méditation de voir la barbarie et l'ignorance actuelle des Coptes, issus de l'alliance du génie profond des Égyptiens et de l'esprit brillant des Grecs, de penser que cette race noire, aujourd'hui notre esclave, est l'objet de nos mépris et celle-là même à qui nous devons nos arts, nos sciences et jusqu'à l'usage de la parole. Imaginez enfin que c'est au milieu des peuples qui se disent les amis de la liberté et de l'humanité que l'on a sanctionné le plus barbare des esclavages et mis en problème si les hommes noirs ont une intelligence de l'espèce de celle des hommes blancs. Donc ça, c'est tout le débat de l'époque pour savoir si puisque c'est la période de l'esclavage, on réhabilite l'esclavage qui sera réaboli que plus tard en 1848. Donc on voit que le débat a été posé et la vraie découverte de Cheikh Anta Diop, c'est de montrer même que ces découvertes à lui étaient déjà connues à une époque, mais qu'elles ont été passées pendant plus de 200 ans, jusqu'à la période de Cheikh Anta Diop, sous silence. Personne ne connaissait ces citations. Donc voilà.